En décembre, c'est le Marathon du Don de Radio Courtoisie. Qu'est-ce que c'est que le Marathon du Don ? Le Marathon du Don, c'est la grande collecte de fonds que nous organisons chaque année au mois de décembre. Parce que c'est la dernière chance pour les auditeurs qui n'ont pas encore fait de dons de défiscaliser utilement, symboliquement, s'ils n'ont pas envie que leur argent serve à financer l'immigration illégale ou les politiques transgenres, eh bien, ils peuvent donner une partie de leur argent à Radio Courtoisie et la déduire de leurs impôts à hauteur de 66%. Et en plus de ça, nous avons un mécène très généreux qui, depuis 2 ans, chaque fin d'année, nous promet de doubler les dons au mois de décembre. C'est-à-dire que si vous donnez 50 €, eh bien nous en recevrons 100, et à vous, il ne vous en coûtera qu'à peu près 18. C'est pourquoi je vous demande de nous soutenir pour ce marathon du don. Donnez-nous les moyens de défendre vos idées. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Et tout de suite, c'est l'heure de la chronique Europe et Identité avec notre partenaire David Engels. Bonjour David Engels. Bonjour Lieselotte, bonjour. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler de la chute d'Assad, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait, à peu près en tout cas, car ce sont surtout les réactions de la sphère publique qui m'intéresseront aujourd'hui. Il n'est pas nécessaire d'être un analyste politique particulièrement avisé pour constater à quelle vitesse l'opinion publique peut tourner à 180 degrés. Néanmoins, il est toujours surprenant de suivre ces événements dans la réalité, d'autant plus que le manque affligeant de rigueur intellectuelle et de culture générale, non seulement de la part des citoyens et des médias, mais aussi des hommes politiques modernes, confère à ces revirements un caractère particulièrement radical. Un premier cas de ce type est, bien entendu, la chute de Bachar el-Assad. Si vous vous donnez la peine de fouiller un peu déjà dans la mémoire virtuelle de l'Internet, vous ne pourrez pas manquer de découvrir des quantités invraisemblables de photos montrant Assad en conversation cordiale avec à peu près tous les dignitaires mondiaux de ces 25 dernières années. Et il en va de même pour des articles de presse qui ne parlaient pas encore de régime, de dictature ou de tyrannie, mais d'un chef d'État démocratiquement élu qui faisait partie intégrante du cercle des grands de ce monde et qui était reconnu par tous pour avoir maintenu la Syrie sur la voie d'un pays religieusement laïque, culturellement libéral, technologiquement moderne et économiquement capitaliste. Certes, la chute de Saddam Hussein a été un premier indice qui a montré qu'après la fin du communisme, il ne suffisait plus à l'Occident de laisser le soi-disant tiers-monde, en particulier dans la ceinture pétrolière stratégique du Moyen-Orient, être gouverné par des leaders amicaux. Là aussi, on voulait désormais forcer la fin de l'histoire et puisque l'on n'avait plus rien à craindre de l'Union soviétique et que la Chine était occupée par ses propres problèmes, on voulait désormais entreprendre une véritable transformation en profondeur. Cet espoir a ensuite culminé avec ce qu'on a appelé le printemps arabe, lorsqu'une grande partie du monde occidental a effectivement cru qu'une société démocratique et libérale naîtrait spontanément du renversement des dirigeants locaux, soutenus par des jeunes modernes, utilisant Twitter et ne rêvant, paraît-il, que d'un monde meilleur dans lequel eux aussi gagneraient leur vie comme employés dans une grande multinationale, boiraient du latte macchiato de chez Starbucks, méditeraient sur la fluidité de leur genre ou passeraient leur soirée devant Netflix. Le fait que la chute des dictateurs dans tout le Moyen-Orient allait amener au pouvoir, et le Proche-Orient, allait amener au pouvoir non pas des partis démocratiques et pro-occidentaux, mais plutôt des groupes islamistes autoritaires, et que la jeunesse Twitter avait, dans une très large mesure, salué et même encouragé cette évolution au lieu de l'entraver, reste aujourd'hui encore un interdit de pensée incompatible avec le progressisme aveugle des médias de masse européens et américains. C'est ainsi qu'en Syrie aussi, malgré toutes les leçons de l'histoire, le chef d'État respectable est désormais devenu le dictateur sanguinaire, tandis que les combattants de HTC, après tout des dérivés d'Al-Qaïda et de Daesh, sont pudiquement qualifiés d'islamistes modérés ou simplement de rebelles, que l'on félicite pour la libération de leur pays et qu'il convient désormais de supporter avec tolérance et générosité, au risque, au malheur, de les pousser à la radicalisation. Sic transit gloria mundi. Bien sûr, il n'est pas nécessaire de souligner ici que ce revirement médiatique ne relève pas seulement de la naïveté des journalistes, mais avant tout d'intérêts géopolitiques et économiques solides.
Dans le contexte de cette petite contribution, en revanche, nous nous bornerons à souligner l'extrême rapidité de ces changements d'opinion. Et puis je crois que les auditeurs de Radio Courtoisie s'opposeront à ce constat. Les exemples abondent. Exactement, exactement. Donald Trump en est un autre. Décrié pendant des années par les médias européens et ridiculisé par les politiciens jusqu'au plus haut niveau du gouvernement, l'élection américaine a soudainement réveillé très brutalement les élites européennes de leur sommeil post-libéral et a montré que des temps plus durs allaient bientôt s'approcher. La soumission avec laquelle le président Macron, le champion autodésigné dans la lutte contre toutes les formes de populisme de droite, réel ou imaginaire, a rendu hommage au président américain désigné en dit long. Il faut s'attendre à ce que la vieille Europe, dans le plus pur style des laquais du grand siècle, oublie rapidement ses grands airs et se soumette en tout point au nouveau maître. Et même si cette soumission est plus ou moins habilement dissimulée sous des mesures visant par exemple à une plus grande autonomisation de l'Europe dans le cadre des dépenses de l'OTAN ou de l'approvisionnement en énergie, il ne s'agira au mieux que d'une feuille de vigne rhétorique. Trump, avec sa mémoire d'éléphant, ne devrait en tout cas guère oublier les humiliations subies et les rendre aux chefs d'État européens en espèces sonnantes et trébuchantes. Et l'on se demande déjà, avec un tout petit peu de malice, si et comment l'un ou l'autre parviendra à faire, contre mauvaise fortune, bon cœur et remercier le nouveau maître en souriant pour les coups de pied disciplinaires bien mérités. Un autre cas est celui du traitement des scandales Covid. À l'exception de quelques fanatiques, presque plus personne ayant eu un accès à Internet au cours des 4 dernières années et ne tirant pas ces informations mondiales uniquement du JT de France 2, ne devrait douter que l'ampleur de la prétendue pandémie mortelle ne justifiait guère les conséquences qui en ont été tirées, que la séparation démocratique des pouvoirs a totalement échoué dans ce cas, que le traitement prophylactique forcé d'une partie non négligeable de la population européenne avec une thérapie génétique très douteuse était tout sauf une bonne idée, que les médias ont échangé avec enthousiasme le rôle d'un informateur neutre avec celui d'une presse de régime, etc., etc. Mais comme après la chute d'une dictature, un mécanisme consistant à laisser les morts enterrer les morts et à ne plus ressasser les vieilles histoires s'est très rapidement installé. Et c'est ainsi qu'une pandémie qui a occupé pendant des années l'ensemble de l'opinion publique mondiale est devenue du jour au lendemain, d'ailleurs assez exactement depuis l'attaque russe contre l'Ukraine, quelle coïncidence, un phénomène marginal, dont presque plus personne ne parle vraiment et dont le traitement a été reporté au calendrier grec. Là encore, la mémoire à court terme de la plupart des Européens semble avoir complètement défailli. On pourrait ajouter de nombreux autres exemples à ces trois-là, mais ils ne feraient tous que démontrer une seule chose, bien qu'en la modifiant de diverses manières, pour peu qu'il y ait une raison extérieure suffisante, ce que l'on appelle l'opinion publique, c'est-à-dire le narratif diffusé par le complexe politico-médiatique comme positionnement socialement acceptable, peut se transformer en quelques jours, voire en quelques heures, en son contraire absolu, sans qu'un tel revirement n'ait la moindre conséquence ni ne suscite la moindre attention particulière. Le président devient un tyran, le démagogue populiste un homme d'État, le virus mortel un accident de parcours embarrassant, et l'on peut penser que l'avenir nous en fournira de nombreux autres exemples, confirmant une fois de plus la sinistre dystopie 1984 d'Orwell, dans laquelle il est tout à fait réaliste que l'ensemble de la population de l'Océanie passe en quelques minutes de la conviction d'avoir toujours été en guerre avec l'Eurasie à celle d'avoir toujours été en guerre avec l'Asie orientale, fustigeant tout un chacun qui rappellerait la réalité comme traître et ennemi dangereux. En effet, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais alors, qu'en résulte-t-il, David Engels? La réponse immédiate et superficielle est bien sûr le dégoût. Dégoût pour les hommes politiques qui qualifient aujourd'hui de sanglantes les mains qu'ils ont affectueusement serrées hier. Dégoût pour ces journalistes qui, du jour au lendemain, changent leurs gros titres et discréditent toutes les voix critiques en les qualifiant d'extrémistes. Et dégoût pour une population qui, par peur, désintérêt ou opportunisme, se laisse faire plutôt que de monter aux barricades. Quoi de plus naturel alors que de laisser la politique être la politique, de se retirer dans son tusculum privé et de prendre sa harpe lorsque Rome se consume enfin dans des flammes purificatrices. Mais une telle attitude n'est pas seulement immature, elle est aussi stérile et immorale. Stérile parce que, d'un point de vue machiavélique, et toute politique est, voire doit être machiavélique dans sa mécanique,
cette perdition évidente, voire ce mensonge de la société est aussi une chance. L'interdiction de penser d'hier peut devenir la parole du jour de l'homme demain. Ceux qui menacent la démocratie peuvent devenir ses champions. Les ONG de la société civile résiliente peuvent devenir les organes honnis d'un appareil de propagande ennemi. Le discours incitant à la haine peut devenir ce que nous avons toujours pensé. Fair is foul and foul is fair, comme formulait jadis Shakespeare. En d'autres termes, bon nombre de ces murs apparemment si solides qui encadrent fermement la direction que l'action politique, sociale, culturelle et économique est censée prendre ne sont, à y regarder de plus près, que des paravents en carton qui peuvent être déplacés à volonté par ceux qui disposent des leviers appropriés. La lutte politique réelle doit donc d'abord porter sur la possession des leviers. Et il serait de toute façon immoral de rester les bras croisés. Pour un matérialiste, le sens de la vie peut être de tirer un maximum de plaisir et de joie de son existence et de n'engager que les combats qui peuvent être gagnés et qui conduisent à une amélioration concrète de sa situation dans le cadre de son propre temps de vie. Peu de gens sont donc encore prêts à défendre un changement tant que leur existence privée est encore à peu près supportable. Mais pour quiconque qui aurait une vision transcendante de sa vie et qui comprendrait que cette existence ne peut découler que de quelque chose de plus élevé qui en est le véritable point de référence, pour lui, les priorités, règles et proportions de la lutte politique sont totalement différentes de celles du matérialiste. Car la défense du vrai, du bien et du beau n'est jamais une question de négociation ou de relativité des affaires courantes, mais une priorité absolue. Priorité avant les intérêts des individus, devant ceux de la société et même devant ceux du succès. Et celui qui, à cette condition, parviendrait à s'emparer des leviers permettant de déplacer et reconfigurer les paravents en carton de la société, en tirant profit justement de la totale absence de sérieux et de cohérence dans notre société moderne, pourrait faire sortir de ses gonds non seulement l'Europe, mais en fin de compte, le monde entier. Merci beaucoup David Engels. Il nous reste pour une fois une minute et demie pour papoter. Effectivement, la conclusion de votre chronique est assez rassurante. On a souvent l'impression d'être face à des géants aux valeurs complètement opposées aux nôtres, à des institutions inébranlables. En réalité, c'est très très grand ce qui se dresse devant nous, mais c'est du carton. Exactement, exactement. Et le cynisme qui s'impose, il doit être dépassé. Certes, il faut d'abord reconnaître ça, il faut reconnaître la fausseté de ces fausses idoles, de cette peur, de cette prétendue opinion politique, parce qu'on a tellement d'exemples qui montrent que tout ça peut changer d'un jour au lendemain. Donc la première réaction, c'est le dégoût, c'est le cynisme, c'est de se dire que de toute façon, tout ça est juste une immense machination, un genre de jeu un peu débile et pervers. Mais il faut dépasser ce cynisme, se rendre compte que justement, dans cette situation affligeante de l'Europe, il y a aussi un certain espoir, parce que ça montre que, voilà, la soi-disant droite n'a pas contre elle l'entièreté d'une population qui fermement serait opposée à elle, mais au fond, la majeure partie des gens, ça leur est totalement égal. Ouais. Ils répètent, hélas, ce que disent les médias le soir avant. Et donc, la lutte, elle est finalement beaucoup moins ardue qu'on peut le penser. Il suffit d'un peu, pas d'un immense triomphe, pour que subitement tous ces gens-là qui vous engueulent et qui vous considèrent comme extrémistes et qui ne veulent pas vous serrer la main, du jour au lendemain vont vous dire oui, on a toujours été de votre côté, bien évidemment, on a toujours pensé comme ça. C'est dégoûtant, mais il faut l'utiliser. Il faut l'utiliser comme instrument. Eh ben, on va tâcher de se souvenir de ce conseil le moment venu. Merci beaucoup David Engels pour cette chronique. On vous retrouve la semaine prochaine, dernière chronique avant Noël.